Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Parentalité, on en parle. Je suis Cécile Simoneau, consultante en parentalité et coach en développement personnel. Et nous allons être ensemble pour une petite heure pour parler cette fois du lien entre parentalité et décrochage scolaire. Dans cette émission, on prend le contre-pied du sujet afin d'aborder avec humour des sujets sensibles sujets sensibles que les familles vivent au quotidien. Aujourd'hui avec nous, nous avons Julie Bonfrat qui va se présenter et qui va pouvoir répondre aux questions de la communauté sur justement le décrochage scolaire et nous éclairer un peu sur le processus à l'œuvre et voir évidemment comment ça fonctionne, les tenants, les aboutissants, pour prendre conscience que ce qu'on fait à un moment va avoir des répercussions à un autre moment. Et ainsi, on va pouvoir agir sur les différents leviers. Bonjour Julie et bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, dites-nous un peu ce que vous faites au quotidien dans votre activité. Alors moi, je fais du soutien scolaire, donc j'accompagne les élèves de primaire, de collège et de lycée dans leur scolarité, donc dans le contenu des cours, le contenu scolaire, mathématiques et physique-chimie, en particulier pour les plus grands. Et je les aide à travailler efficacement. Je leur donne des outils pour se concentrer avec la méthode éducative 3C, concentration, calme, contrôle. Et je les aide à s'organiser, à travailler avec méthodologie et de manière plus générale à s'épanouir. D'accord. Est-ce que vous les aidez aussi éventuellement à se remotiver Oui, tout à fait. On travaille aussi sur la volonté. Je suis très attentive aux soucis, aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer de manière générale, pas seulement à l'école, parce que tous les paramètres peuvent influencer finalement leurs résultats scolaires. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de votre structure ? Le cours Julie. D'accord. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. D'accord, merci. Alors pour commencer, j'aimerais Julie que vous nous disiez quels sont les symptômes du décrochage scolaire. Parce qu'on entend ce mot, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, quels sont vraiment les signaux qui vont pouvoir nous permettre d'identifier le décrochage scolaire chez un enfant. Peut-être primaire, collège ou lycée ne sont peut-être pas les mêmes, donc si vous pouvez nous préciser pour chaque tranche d'âge peut-être à quoi ça va correspondre. Oui, tout à fait, il y a à peu près 9% d'enfants qui sont victimes d'abandon scolaire chaque année en France, c'est quand même un chiffre important. Et alors les primaires, de manière générale, les élèves vont avoir du mal à aller à l'école, donc pleurer pour aller à l'école ou alors mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter au maximum d'aller à l'école ou au collège ou au lycée. Et puis pour les plus grands, il y a les notes aussi qui peuvent être une alerte quand on voit que vraiment les notes baissent de mois en mois, ou même pas forcément d'une année sur l'autre, mais au cours de l'année. On peut se demander s'il n'y a pas un problème, surtout quand c'est dans toutes les matières. D'accord. Et est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez remarqué d'ailleurs plutôt, que le confinement aurait pu accélérer ce processus ? Ah oui, tout à fait. Les élèves en confinement, il y en a certains qui ont pu travailler en visio. Ils aimaient bien rester à la maison justement parce qu'ils avaient des soucis avec les camarades ou avec l'école en général. Mais la grande majorité a eu beaucoup de difficultés à se motiver pour travailler seul à la maison, qui est les parents ou pas d'ailleurs. Des fois, ils arrivaient mieux à se concentrer quand les parents n'étaient pas là parce qu'ils ont entre guillemets pas les parents sur le dos, et d'autres avaient plutôt besoin que les parents les aident et les parents n'étaient pas forcément disponibles puisqu'ils travaillaient de leur côté en visio également. Donc, et en plus, il n'y a pas toujours un ordinateur par famille, par enfant ou par personne dans la famille. Donc c'était très très compliqué pour les élèves de garder la motivation. Et je me souviens que pendant le tout premier confinement, donc les 2 mois où vraiment tout le monde est resté à la maison, quasiment tout le monde, les élèves se confiaient, la première partie du cours, on discutait de leur organisation, leur rythme de vie. Je leur donnais des conseils de s'habiller le matin. Je faisais des cours de sport le matin à 8h pour tout le monde, 30 minutes de sport le matin pour les obliger à se lever et à s'habiller, puisqu'on se voyait en visio. Et donc il y a eu beaucoup de dialogues pendant le confinement, avant de commencer le cours même. Ouais. Voilà, pour les aider à se motiver, pour les aider à trouver des petites astuces pour les problèmes qu'ils rencontraient au quotidien du fait de rester enfermés à la maison sans voir les copains et les copines.
J'avais lu qu'il y avait près d'1 million d'enfants qui avaient décroché scolairement pendant ce confinement. Ça vous paraît réaliste, ce chiffre? Oui, tout à fait. Ça ne m'étonne pas parce que moi, j'avais contact avec des élèves qui avaient la chance d'avoir donc un ordinateur pour pouvoir se connecter avec moi, une bonne connexion, des parents qui peuvent payer des cours au cours Julie. Et déjà là, je voyais beaucoup de difficultés, des dépressions, etc. Et encore que les dépressions ont plutôt pointé le bout de leur nez plus tard. Parce que pendant les 2 mois, c'était pas vraiment là où vraiment on a eu des dépressions. Mais beaucoup d'élèves qui avaient du mal à se motiver, certains ne bossaient qu'avec moi. Alors c'était mieux que rien, mais ça faisait pas beaucoup, 2 heures dans la semaine. Ouais, c'est sûr. Donc j'imagine même pas ce que ça a été pour les enfants dont les parents n'ont pas d'ordinateur, ou alors dont les parents ne peuvent pas les aider du tout scolairement parce que c'est trop difficile pour eux ou qu'ils n'ont pas le temps. Donc j'imagine qu'effectivement, oui, ça a dû être vraiment très compliqué pour vraiment beaucoup d'enfants, et ce chiffre ne m'étonne pas du tout. Ouais, ben moi je suis assez impressionnée. Alors là on va revenir au taux on va dire hors confinement qui est de 9% par année, et on va voir aujourd'hui dans l'émission justement comment on pourrait faire pour augmenter encore ce chiffre, parce que je trouve que 150 000 enfants qui décrochent chaque année, c'est peut-être pas suffisant. On va voir comment on peut aider à d'autres enfants à aller aussi vers le décrochage, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui peut être chouette. Alors pour commencer, Julie, est-ce que vous pouvez nous dire l'ingrédient indispensable au décrochage? Qu'est-ce qui vraiment, en le mettant en place, on peut être sûr qu'on va aller donc dans le mur ou dans le décrochage, dans la phobie scolaire? Oui. Alors, pour être sûr d'aider votre enfant à arriver au décrochage le plus vite possible, c'est de ne pas être attentif à ce qu'il va vous dire, à ses émotions, et de lui dire qu'il va y arriver. Voilà, ben non mais tu vas y arriver, non mais ce contrôle-là, je le sens mal, je vais pas y aller, j'ai trop peur, non, vas-y, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, et puis quand il ramène une mauvaise note, lui reprocher ses mauvaises notes et lui dire qu'il aurait pu faire mieux. Là, avec ça, vous êtes sûr que l'enfant, si déjà il a quelques petites difficultés, va décrocher, parce que pourquoi faire des efforts? Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous me dites, est-ce que décrochage et phobie scolaire, c'est la même chose? Non, pour moi, c'est pas la même chose. Décrochage scolaire, on va plus à l'école, on n'arrive pas à travailler, que ça soit à l'école ou à la maison, parce qu'en fait, ce qu'on demande est trop difficile. C'est comme si on demande à quelqu'un, si je vous demande de construire un mur, si on vous a pas appris à faire, vous n'allez pas construire un mur, je vais revenir ce soir, ça sera pas fait. Les élèves, c'est pareil, on leur demande de faire les devoirs, de faire tel ou tel exercice, mais en fait ils lisent l'exercice, ils comprennent pas ce qu'ils lisent, ou alors ils ne connaissent pas les méthodes à mettre en place pour pouvoir faire l'exercice parce qu'ils n'ont pas compris le cours. Donc là vraiment ils sont en décrochage scolaire parce qu'ils n'arrivent plus en fait à faire ce qu'on leur demande, et ils n'ont plus envie de mettre de l'énergie là-dedans, puisque ça ne fonctionne pas, puisque les notes sont mauvaises. La phobie scolaire, ça peut être un élève, très bon élève. Je connais une élève d'ailleurs qui est avec moi, qui a arrêté d'aller à l'école parce qu'elle était en dépression, parce qu'on lui demandait beaucoup de choses, et qu'elle avait le sentiment de perdre son temps à l'école, parce qu'en fait elle a du mal à suivre les cours magistraux. Et là, depuis qu'elle est à la maison, elle travaille très bien, elle est épanouie. En fait, c'était vraiment le fait de se lever, d'aller à l'école à des heures fixes et de faire le travail au moment où c'est demandé, qui était difficile pour elle. Et là, elle est chez elle, elle travaille, j'ai vu son planning, elle travaille 6 à 8 heures par jour quand même. Et quand elle se connecte avec moi pour ses cours, elle est épanouie. Et puis elle sait exactement où elle va, ce qu'elle doit faire. Je lui ai demandé aussi si au niveau du timing, elle allait pouvoir finir ses programmes dans toutes les matières à temps. Et elle a su me répondre précisément pour chaque matière, où est-ce qu'elle était en avance, où est-ce qu'elle était en retard, où est-ce qu'elle était bien dans les temps. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de phobie scolaire à proprement parler, peut-être l'environnement social et le rythme peut être imposé, mais pas du tout lié aux apprentissages. On est bien d'accord que c'est ça la différence, elle est là. Tout à fait. Ça peut être du harcèlement scolaire, ça peut être un très bon élève et qui est harcelé, qui peut être aussi harcelé parce que c'est un bon élève. Il y a aussi des élèves qui n'osent pas répondre aux questions, soit parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux, soit parce qu'on veut pas qu'ils soient être le faillot de la classe, et donc qu'on lui reproche de toujours répondre aux questions et du coup de faire mieux que les autres. Tout à fait, d'accord, merci. Et est-ce qu'on peut mettre en place ou supprimer éventuellement des choses dans notre relation de parent à enfant pour accélérer ce processus de décrochage? Oui, tout à fait. L'enfant, un enfant à qui on ne fait pas
qu'on ne félicite pas, qu'on n'encourage pas, il va pas. Si déjà il a du mal à aller à l'école ou à faire ses devoirs, il va y aller encore moins. Et si en plus, quand il exprime son mal-être, on lui dit tu exagères, il va arrêter. Donc là, comme ça, vous êtes sûr d'y arriver. Donc ne pas l'écouter, et puis d'un autre côté, lui reprocher ses mauvaises notes ou le fait de ne pas assez travailler. Le fait de ne pas assez travailler, alors ça, c'est le pire. Ah, tu fous rien, tu travailles pas. Alors là, ça va marcher tout de suite. D'accord. Et est-ce que si par exemple, on avait des moments avec notre enfant de jeu ou d'activité, est-ce que ça aussi on peut le supprimer pour aider à accélérer ce processus? Oui, ça va aider aussi parce que le cerveau a besoin d'être bien en fait pour travailler. Donc si on enlève le plaisir, la récompense, pourquoi travailler? Donc le côté un peu sanction, ça marche bien pour le côté privation d'avantages. Ah oui, alors les sanctions, c'est encore pire. Tu as une mauvaise note, alors je te punis. Là, ça va marcher tout de suite. Ça va marcher très bien aussi. Oui. D'accord, super. Oui. Bon, merci pour cet éclairage. Et comment on pourrait utiliser les écrans, parce que j'imagine qu'on peut les utiliser d'une certaine façon pour aider encore plus les enfants à décrocher le plus tôt possible. D'ailleurs, est-ce qu'on peut décrocher à tout âge ? À mon sens, oui. Je pense qu'on peut décrocher à tout âge. Tout dépend de l'enfant et de son environnement. Je pense qu'on peut décrocher à tout âge. Donc, du coup, comme les écrans aussi, on peut s'en servir à tout âge, des écrans, pour les aider aussi à ça. Ah oui. Donc, comment on peut faire avec les écrans? On met pas de cadre, pas de limite, pas de limite en durée, pas de limite en contenu. Et comme l'enfant ne sait pas s'arrêter seul, le cerveau n'est formé qu'à partir de 21 ans. Donc jusqu'à 21 ans, en fait, on ne sait pas s'arrêter seul quand on a une addiction, et particulièrement les écrans. Et donc, si l'enfant passe tout son temps sur les écrans, tout son temps libre sur les écrans, il va décrocher vite parce qu'il ne pourra pas, déjà, il n'aura pas de concentration pour suivre à l'école, et il ne fera pas ses devoirs puisqu'il va passer son temps sur les écrans. Donc, laisser l'enfant regarder les écrans autant qu'il le souhaite, ça va bien marcher pour accélérer le décrochage scolaire. D'accord, donc les écrans, super atout, quoi. Vraiment super allié du décrochage. Oui. Et avec les réseaux sociaux en prime. Ah ouais, les réseaux sociaux aussi, ouais, bonne idée. C'est une étude américaine qui s'est faite sur 11 000 enfants et qui a permis qui est en train. On n'a pas terminé l'étude puisque c'est des enfants qui ont commencé avec les réseaux sociaux, qui sont nés quand les réseaux sociaux ont démarré, les smartphones ont démarré. Et donc, on a remarqué que les enfants qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est ceux-là qui perdent le plus en capacité cognitive. Ah oui. Voilà. Et plus il y a de durée d'écran, plus on perd en capacité cognitive et plus l'enfant devient agressif. Donc, en résumé, par rapport aux écrans, le plus tôt possible, on les met devant, le plus longtemps possible, et le plus possible avec des contenus pas adaptés. Et là, on est sûr que là, vraiment, ils vont plonger très rapidement. Oui, ça va aller très vite. Oui. Bon, ça, c'est super. Et est-ce qu'il y a une petite liste d'aliments aussi, parce que j'imagine que l'alimentation peut avoir un impact, une petite liste d'aliments qui pourrait aussi les aider à aller encore plus loin, et puis même éventuellement les empêcher même de remonter de cet état de dépression, parce que ça revient un peu à ça quand même. Oui, tout à fait. On peut commencer par le sucre. Le sucre, ça donne une petite dose de dopamine, une petite récompense au moment où on le mange, mais après, on n'arrive pas à se concentrer, on est plus excité, donc l'enfant n'arrivera pas à travailler. Donc plus il y aura de sucre, moins il va réussir à travailler, donc décrocher plus vite. Tous les types de sucre ? Particulièrement les sucres industriels, le sucre blanc. D'accord. Le sucre, les fruits non. Les fruits, ça. D'accord, ok. Le glucose, c'est vraiment le glucose, pas le fructose. Et également tous les additifs qu'on met dans les gâteaux industriels, notamment. Il y a beaucoup d'additifs qui permettent le manque de concentration et l'excitation. Et donc là, vous êtes sûr d'arriver au résultat. Avec ça, vous rajoutez beaucoup de graisse, beaucoup de frites, des choses comme ça. Là, c'est pareil. La digestion prend beaucoup de temps. Et quand on digère, l'énergie utilisée pour la digestion ne peut pas être utilisée pour autre chose. Donc ça va aussi accélérer les sucres et les graisses et les produits industriels. D'accord, donc globalement, tout ce qu'on peut dire, qu'on met derrière le mot malbouffe un peu. Oui, tout à fait. C'est un peu ça, hein, et que ça, on peut vraiment en user et en abuser. Et là, ça va vraiment permettre à notre enfant même s'il avait une possibilité de remonter, d'être sûr qu'il plonge. Ah oui, et puis les sodas, la caféine dans les sodas, là c'est pareil.
Il va mal dormir en plus, parce que tout ça excite ton normal. Donc après, on ne peut pas se concentrer, on s'endort en cours. Donc là, vous avez le bon cocktail. Le bon cocktail, d'accord, pour l'aider à décrocher. Super. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des profils cérébraux, d'accord, qu'on peut appeler, on appelle souvent les neurotypiques et les neuroatypiques, hein, pour qui il serait plus facile de faire un décrochage, ou est-ce que tout le monde a la même chance de pouvoir en faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui auraient une plus grande chance d'en faire? Oui, tout à fait. Tous les enfants qui sont hypersensibles, donc il y a les hauts potentiels, il y a les TDAH, donc troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et tous les 10. De manière générale, ils sont plus hypersensibles, plus sensibles que les autres, et donc les émotions vont être plus facilement gardées, et ils vont avoir du mal à gérer leurs émotions plus que les autres. Et on sait que quand on a une émotion qui reste là et qu'on n'arrive pas à gérer, on ne peut pas se concentrer. C'est physique en fait dans le cerveau. Et si par exemple vous criez sur votre enfant le soir pour faire les devoirs, vous êtes sûr qu'il ne pourra rien faire de productif et vous allez accélérer le décrochage scolaire. Et particulièrement s'il a un profil neuroatypique. D'accord. Alors, vous avez parlé des hauts potentiels, mais ce ne sont pas ces enfants-là qu'on dit qu'ils sont très intelligents, mais s'ils sont intelligents, ils devraient au contraire réussir mieux que les autres à l'école. Oui, sur le papier, ça marcherait comme ça. Effectivement, au potentiel, ils comprennent plus vite. Donc, on pourrait effectivement développer de manière vraiment extraordinaire leur potentialité. Mais si on n'écoute pas déjà leur hypersensibilité, on ne prend pas en compte leurs émotions, du coup, ça, au lieu d'être un atout, ça devient un handicap pour eux. Et en plus, ils ont tendance à s'ennuyer puisqu'ils comprennent en général tout très vite. Et donc, une fois qu'ils s'ennuient, ils partent sur autre chose et puis ils n'ont pas forcément envie de revenir sur le cours quand ça va redevenir intéressant. D'accord, merci Julie. Je pense qu'avec ces bons conseils, là les familles maintenant ont de quoi en fait vraiment mettre en place des éléments solides pour accompagner leurs enfants dans le décrochage de façon certaine et durable, quoi. Oui, tout à fait. Je voulais ajouter aussi, oui, pour les hauts potentiels et les 10, ils ont tendance à faire les choses d'une autre manière que la manière habituelle qu'utilisent les autres élèves ou l'enseignant. Et donc là, une bonne solution aussi pour les aider à décrocher, c'est de ne pas les laisser aller au bout de leur idée. De leur imposer une méthode, en fait, c'est bien ça. Voilà, parce qu'ils ont souvent une méthode différente et que le professeur ou l'enseignant peut-être ne comprend même pas. Ou ne connaît pas au moins. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai du mal des fois à comprendre certaines méthodes et si je ne laisse pas aller jusqu'au bout, je ne sais même pas si ça va aboutir ou pas. D'accord. Donc, éviter de leur laisser de l'initiative dans leur réflexion, ça fait aussi bien les brimer et leur casser leurs élans de motivation et autres. Oui, surtout que ma méthode, ils ne vont pas forcément la comprendre. Donc, s'ils ne comprennent pas la méthode de l'enseignant et qu'on ne leur laisse pas faire la leur, il n'en reste aucune. Hein. D'accord. Et est-ce que vous auriez un petit conseil pour les enseignants, justement, qui voudraient favoriser le décrochage pour les élèves qu'ils accompagnent? Là, on a parlé plutôt au niveau des parents. Mais bon, il y a des enseignants qui peuvent bien sûr être parents, mais qui peuvent aussi dans leur classe, j'imagine qu'ils peuvent avoir des leviers pour aider ces enfants à décrocher aussi rapidement. Oui, au final, c'est les mêmes leviers que pour les parents. C'est ne pas être à l'écoute des difficultés, ne pas essayer de faire différemment quand l'enfant ne comprend pas une méthode. Et puis cours magistral, parce que cours magistral, les enfants qui décrochent, ils n'arrivent pas à suivre. Et si quand ils posent une question, les enseignants ne répondent pas, ça aussi, ça va bien aider. Parce que du coup, ils n'ont plus aucun levier, aucun moyen de s'en sortir. D'accord, donc favoriser le travail. Se moquer des enfants aussi, alors là, ça va bien accélérer aussi. D'accord. Se moquer quand on pose une question ou quand on donne une mauvaise réponse. Ah ouais, d'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Julie. Maintenant, on va passer à vos questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux en amont de l'émission. Vous avez été très nombreux sur ce sujet, donc je vous en remercie. Donc, on va maintenant les prendre une par une et y répondre avec mon invité pour que vous puissiez avoir des éléments concrets, puisque ceux qui m'ont posé des questions sont ceux qui veulent éviter à leur enfant le décrochage. On commence par une question de Louise. Louise qui nous dit « Je suis prof de maths en collège depuis 10 ans. Et chaque fois que j'assiste à un décrochage scolaire, je me sens démunie. Que faire ?» Oui, je la comprends. Elle a l'élève que quelques heures dans la semaine, donc
c'est peut-être pas comme une enseignante de primaire qui déjà a un peu plus d'outils puisqu'elle voit l'enfant tous les jours. Là, même si elle met des outils en place, c'est que quelques heures dans la semaine. Donc là, je lui conseillerais de voir les parents et l'enfant déjà pour essayer de comprendre ce qui se passe et ensuite, en fonction, de les orienter vers des professionnels qui vont vraiment aider l'enfant. Parce que là, pour le coup, l'enseignante, elle est professionnelle dans sa matière. Mais par contre, au niveau du décrochage scolaire, s'il y a un besoin d'un suivi psychologique, s'il y a besoin de voir un orthophoniste ou ce genre de choses, elle est plus professionnelle, elle ne peut pas gérer ça. Mais par contre, elle peut conseiller les parents et l'enfant. Et déjà, si l'enfant se sent écouté, compris, ça va déjà l'aider, ça sera déjà un premier pas. Et ensuite, elle peut conseiller aux parents d'aller voir un CMP, donc un centre médico-psychologique, où là, tous les tests sont faits pour pouvoir vraiment savoir ce qui se passe. Parce que des fois, nous, on voit les symptômes, mais on ne voit pas forcément la cause des symptômes. Voilà. Donc là, ça va vraiment les aider. Mais moi, Louise, j'ai un petit complément bonus sous ma casquette de coach en reconversion professionnelle. C'est que parfois, nous avons une sensibilité trop exacerbée pour certains métiers et que certaines situations vont sans cesse nous révolter parce que faire appel aussi à des blessures que l'on a pu avoir dans son enfance et que parfois, il peut être judicieux de faire évoluer sa carrière parce que si c'est quelque chose qui va trop peser sur notre morale au quotidien parce qu'on se sent impuissant face à ces situations, peut-être passer au soutien scolaire comme a pu le faire Julie et avoir d'autres leviers d'action, plus d'outils et plus de liberté pour aller vraiment aider ces enfants à éviter ces souffrances-là. Donc voilà Louise, j'espère que notre réponse pourra t'aider. Maintenant, on a une question de Aurélia. Mon enfant de maternelle refuse d'aller à l'école. Donc là, on parle même avant de ce qu'on n'a pas parlé en primaire. Est-ce le signe d'un décrochage ? Alors là, je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne connais pas le contexte. Ça peut tout à fait que l'enfant ne veuille plus aller à l'école parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dont on parle peu et dont les gens sont assez peu au courant. Par exemple, un enfant qui a des problèmes de motricité fine, par exemple, en maternelle, ça peut être découpé, collé, ça peut être des troubles 10, ça peut être d'autres choses. Et si l'enfant n'est pas détecté, on peut aussi lui dire à l'école qu'il est nul ou qu'il n'y arrive pas, ou tu peux faire mieux, ou applique-toi. Et l'enfant, du coup, bloque et ne veut plus aller à l'école. Mais ça peut être aussi un problème avec ses camarades de classe. Il y a beaucoup de violence à l'école et ça commence à la maternelle. Donc ça peut être aussi un cas de harcèlement ou juste des fois des mots, parce que même un enfant, même hypersensible ou même qui ne soit pas hypersensible, et s'il y a un camarade qui lui dit tous les jours « t'es moche » par exemple, ça paraît bête comme ça, mais non, pour l'enfant, ça crée des dégâts des fois très importants. Donc ça peut être un signe de décrochage scolaire, mais il faudrait approfondir un peu au niveau du contexte. Et là, j'invite la maman vraiment à dialoguer avec son enfant, parce que si elle est vraiment à l'écoute de son enfant, je pense qu'il y a un moment où il va lui dire ce qui ne va pas, clairement. D'accord. Voilà, on n'aura pas exactement quel souci il a derrière, mais il va lui dire pourquoi il ne veut pas aller à l'école. D'accord. Donc Aurélia, en réponse, vraiment, de toute façon, ça va être le dialogue avec l'enfant et peut-être éventuellement avec l'enseignant de votre enfant qui va pouvoir vous éclairer. Avec peu d'informations, il nous est difficile de vraiment vous répondre. En tout cas, le refus d'aller à l'école, pour moi, c'est toujours un signe d'alerte, quel qu'il soit. Que ce soit décrochage ou pas, peu importe ce que ça va générer, ce n'est jamais quelque chose de sain. Donc oui, il y a quelque chose à faire éventuellement. Il y a même aussi peut-être des démarches avec peut-être des orthophonistes derrière pour éventuellement détecter de façon peut-être un peu précoce, mais comme le disait mon invité, des troubles 10 ou même au potentiel qui peuvent avoir un décalage justement entre leurs apprentissages scolaires et peut-être leur autonomie aussi quotidienne et sociale, ou de l'autisme léger même, qui peut être une souffrance parce que justement la façon d'apprendre et l'environnement pas forcément adapté avec ce que peut permettre une classe, quoi. Oui, je vous rejoins tout à fait. Il peut y avoir beaucoup de causes pour lesquelles l'enfant ne veut plus aller à l'école, mais dans tous les cas, c'est à prendre très très au sérieux. Oui, voilà, l'enfant ne peut jamais faire un caprice dans ce genre de choses que je peux souvent entendre, moi, en consultation à la parentalité. Il fait un caprice, il ne veut pas aller à l'école. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. Si un enfant refuse d'aller à l'école, même si notre regard de parent, ça peut être quelque chose d'anodin, de son regard, c'est quelque chose de forcément important, sinon il n'y aurait pas ce comportement derrière.
Donc, créer le dialogue, essayer de voir avec l'équipe éducative, essayer, si ça ne donne rien, de consulter en extérieur, avec des professionnels qui sont habitués aussi à détecter des enfants, on va dire, neuroatypiques, par exemple, ou avec des enfants en souffrance, tout simplement, comme on a parlé d'éventuels harcèlements. Et avec toutes ces pistes-là, vous trouverez forcément la cause de ce refus d'aller à l'école, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, dans les CMP, les enfants sont pris en charge gratuitement. Et tous les tests sont faits, tout ce qui est nécessaire est fait. Et donc, bon, des fois, les rendez-vous sont un petit peu longs à avoir, mais par contre, les choses sont faites et les enfants sont pris en charge vraiment par des professionnels. D'accord. Voilà, donc Aurélia, j'espère que notre réponse vous aidera à mieux accompagner votre enfant. On a une question maintenant de Céline qui nous dit « Depuis que nous avons divorcé avec mon mari, mon enfant ne veut plus faire ses devoirs à la maison. Quel est le risque réel ?» Alors là, je dirais, pour ma part, de mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, il n'y a pas de risque réel au niveau des devoirs même. Moi, ce que je vois, c'est ce qu'il y a derrière. Il refuse de faire les devoirs. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui ? Est-ce que c'est parce qu'il veut montrer son opposition par rapport au divorce, par rapport à la façon dont ça s'est passé, par rapport au mode de garde ? Il y a quelque chose derrière. Donc là, en fait, c'est plus une alerte. Il vous appelle à l'aide, en fait. Moi, c'est ça que j'entends. Voilà. Donc là, ça serait aussi avoir un dialogue avec l'enfant et vraiment essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Et si l'enfant ne veut pas parler, parce que des fois, les élèves me disent « Bon, mes parents... ils me harcèlent, ils veulent toujours savoir ce qui s'est passé à l'école, etc. » À ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver le juste milieu, prendre l'habitude de dire ses sentiments à l'enfant. Aujourd'hui, moi j'ai passé une mauvaise journée, je suis fatiguée, ou alors oh là là, je suis contente de te retrouver, ça me fait du bien là de te voir. Peu importe, l'enfant va avoir plus de facilité à se confier si déjà vous confiez à lui. D'accord. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, avoir un dialogue pour voir ce qui se passe et voir si effectivement il y a besoin de mettre un suivi psychologique en place suite au divorce, ce qui est tout à fait possible, ou si juste il y a une petite chose à dire pour débloquer et qu'il puisse reprendre ses devoirs le soir sereinement. Alors moi, j'ajouterais une petite chose, donc c'est que, à mon sens, le risque n'est pas forcément réel du fait de ne pas faire les devoirs. Surveiller les notes globalement, et s'il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est OK. Par ailleurs, il peut aussi arriver que l'enfant, au travers de son refus de faire ses devoirs, en fait, exprime quand même un mal-être sur d'autres sujets qui ne sont pas écoutés au moment où lui en a besoin. Souvent, en tant que parent, on dit à l'enfant, en sortant de l'école, raconte-moi, dis-moi ce qui va pas, etc. Mais c'est pas forcément le moment où lui est prêt à le confier. Et écouter un enfant, c'est aussi être assez souple dans le moment où il va être prêt à se confier. C'est pas forcément un moment qui va nous arranger. Ça peut être un moment de l'endormissement. Ça peut être un peu plus tard dans la soirée, quand les choses se sont un peu décantées. Ça peut être aussi à un moment où nous, on avait prévu de nous reposer. Et il y a des choix à faire. À ce moment-là, on peut décider de se reposer et ignorer l'enfant. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Chacun va être différent. Mais ce que je veux rappeler, c'est que souvent, l'enfant où il va se confier, c'est pas le moment où nous l'avons décidé et où nous lui demandons. Ouvrir la porte à l'écoute était très importante, en lui disant qu'on est intéressé par ce qu'il vit et par ce qu'il va éventuellement ressentir comme besoin et autres. Mais c'est pas pour ça qu'au moment où on va lui poser la question, il va devoir nous donner, dans un claquement de doigts, vraiment la réponse. Et je trouve que même plus les enfants grandissent, donc surtout à l'adolescence, on peut remarquer ça, les enfants, au moment où ils vont se confier, ça n'est jamais au moment où on va leur demander. Mais par contre, au moment où c'est la fin de soirée, tout le monde se pose un peu, là l'enfant va venir peut-être gratter un peu à la porte en me disant « Maman, tu sais » ou « Papa ». Et c'est plus ces moments-là où on va devoir, nous, être assez souples pour être à leur écoute, parce qu'eux ont fait l'effort d'aller mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et se confier à nous, parents, ce qui est, on le sait, assez difficile quand même à cet âge-là, déjà cette communication. Donc, notre part, ce serait vraiment d'encourager cet effort de verbalisation en nous rendant le maximum disponible quand eux font ce pas-là, quoi. Oui, tout à fait. Je vous rejoins, c'est très bien dit. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne rappelle pas suffisamment. On entend qu'on va s'intéresser à l'enfant, donc très bien. Donc
très souvent, à la sortie de l'école, on demande « Alors, t'as mangé quoi? T'as fait quoi? T'as quoi comme devoir? » etc. 20 questions d'affilée où on n'a même pas attendu la première réponse, qu'on a déjà enchaîné avec une autre question. Et puis l'enfant, il est un peu bloqué parce que déjà, tout d'un coup, c'est dur. Et puis, c'est pas forcément ce qu'il a, il n'a pas forcément envie de revivre à cet instant-là. Tout ce qui s'est passé, de bien ou de moins agréable d'ailleurs, mais plus dans le moment de retrouver son parent, de dire oui, voilà, d'évacuer aussi émotionnellement peut-être le surplus. Le retour de l'école, c'est souvent le moment de décharge émotionnelle. Et je rappelle que c'est souvent un moment très charnière dans ce que se va donner la suite de la soirée. La sortie de l'école, la demi-heure de sortie d'école va être déterminante à 80% de toute l'ambiance de la fin de journée à la maison. Au niveau des devoirs, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'autonomie, de la gestion des émotions. Donc cette demi-heure-là, vraiment, moi ce que j'ai toujours conseillé, d'être un maximum disponible sur l'enfant. Donc on oublie le téléphone et on est en mode rire. Le rire est le meilleur moyen de décharger émotionnellement toute émotion qu'on a pu vivre. Donc on se court après, on rit, on va dehors, on prend l'air, on nous fait un jeu. Il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin d'argent. Juste courir après, s'attraper, se faire un câlin, se faire un bisou. Toutes les émotions vont vraiment sortir. Moi, il y a un jeu que mes enfants affectionnent tout particulièrement en sortie d'école, c'est le karaté chaussettes. Donc, on met tous des chaussettes et on se met en fait dans une surface assez grande au sol où on ne puisse pas se cogner, hein, bien sûr. Et évidemment, le jeu, c'est d'aller récupérer les chaussettes des autres sans se faire enlever les siennes. Donc, le but est de, nous, parents, pas mettre des chaussettes trop serrées non plus. Hein. Le but n'est pas de gagner, mais de créer du jeu, du contact, du rire et aussi de pouvoir faire ressortir les émotions. Et souvent, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, l'issue du karaté chaussettes est complètement différente. Mon fils, particulièrement très sensible, peut partir vraiment dans des grosses colères ou dans vraiment de l'agressivité. Et à ce moment-là, je sais qu'il a eu une journée difficile. Et c'est à ce moment-là, après l'évacuation de la colère, que tout ce qu'il a vécu et qui ne l'a pas convenu va ressortir et on va pouvoir en parler et débriefer là-dessus. Donc, que ce soit karaté chaussettes, que ce soit jouer à chat derrière votre enfant, quel que soit le jeu, du moment que ça crée du lien, du rire et du contact, ça sera bon pour leur permettre d'évacuer et d'aborder la soirée beaucoup plus sereinement. Oui, tout à fait. Et mes élèves, eux, font des exercices de méthode éducative tracés en rentrant de l'école. Et quand les parents sont énervés, ils prennent le parent par la main. « Viens, on va faire le bûcheron. Là, je te sens en colère. Là, ça va pas. » C'est génial. En tout cas, vraiment, une demi-heure, gardez ça en tête, une demi-heure de totale disponibilité au retour de l'école fera une toute différence sur la suite de la soirée, mais évidemment de la semaine aussi. Hein. Parce que après, sinon, on va réaccumuler les frustrations jusqu'au lendemain, et puis la fin de la semaine, ça va être vraiment difficile. Et ça met dans de bonnes conditions aussi pour faire les devoirs. Ah bah complètement, ça impacte tout. Mais même le rapport à l'alimentation va changer. Donc pour revenir à la question, effectivement, il est possible que les habitudes aient changé en entrant de la maison avant les devoirs depuis le divorce. Oui. Peut-être à voir quelles habitudes ont changé. Et voilà. Ça peut aussi être ça. Tout à fait. Donc voilà, essayez de voir avec ça Céline, de réintégrer peut-être du ludique et avant ses devoirs, de recréer du lien avec votre enfant, ou peut-être qu'effectivement en étant avec votre enfant seul, vous avez fait peut-être moins de temps et peut-être que c'est ce temps-là avec vous qui va lui manquer pour se remotiver. Ça peut aussi être ça. Ouais. Ça peut aussi être ça. Alors une personne qui a voulu poser une question de façon anonyme, donc on le respecte, hein, merci pour votre question, c'est « Mon enfant est victime de harcèlement. Cela risque-t-il d'entraîner un décrochage ?» Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. S'il veut éviter d'être harcelé, il ne va plus à l'école, il n'est plus harcelé. Hein. Ça semble vraiment logique. Et en même temps, c'est pas évident parce que la personne, si elle pose la question, c'est que le harcèlement se poursuit alors qu'elle a sûrement mis en place des actions. Donc là, c'est pas évident. Donc moi, j'ai eu des élèves qui se sont confiés et qui étaient victimes de harcèlement. Donc, j'ai eu l'autorisation de mes élèves d'en parler aux parents. Donc, la directrice d'école a été alertée, ça s'est arrêté très vite. Mais si la personne qui pose la question a déjà alerté l'établissement scolaire et que ça ne s'est pas arrêté, là, effectivement, il y a un gros problème parce que l'enfant risque de ne plus vouloir aller à l'école. Donc, est-ce qu'il faut le changer d'établissement, le faire suivre Là, il y a un vrai problème. Surtout que la question, elle est posée, on comprend bien que c'est le cas, c'est sûr.
Ouais. Il y a du harcèlement. Apparemment, elle est sûre, ouais. Elle est sûre Donc oui, ça peut engendrer du décrochage scolaire. Oui, tout à fait. Bon courage en tout cas à cette maman et à cet enfant, parce que ce sont toujours des situations avec beaucoup de souffrance, quoi. Merci Julie d'avoir répondu avec moi à toutes vos questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions suite à la rediffusion de l'émission et nous pourrons y répondre encore par la suite. Maintenant, on va faire une petite synthèse pour ceux qui veulent faire autrement et qui veulent évidemment éviter le décrochage qui peut être justement l'origine de beaucoup de souffrances dans les familles. Les enfants les premiers, mais bien sûr les parents en souffrent aussi, on ne va pas se leurrer. Donc la première chose à faire, Julie, pour éviter justement, c'est quoi donc? La première chose à faire, c'est d'être très attentif, très à l'écoute à ce que vous dit votre enfant. Et ça peut être langage verbal, ça peut être autre chose. Si on voit qu'il y a un problème, qu'il y a des comportements qui ne sont pas habituels, vraiment être à l'écoute de l'enfant sans être intrusif. C'est ça le plus difficile, c'est faire la part des choses. Il ne faut pas qu'il se sente étouffé et en même temps, il a besoin de se sentir écouté et entendu. Dans ses besoins et dans ses émotions. Tout à fait. D'accord. Le deuxième point, ça sera quoi? Alors, le deuxième point, c'est surveiller les notes. D'accord. Parce que même si on sait que les notes, c'est relatif, c'est les parents qui disent mon enfant a une bonne note ou a une mauvaise note, des fois, l'enfant n'est pas content alors que le parent est content ou inversement, déjà. Donc là, c'est bien aussi de respecter l'avis de l'enfant parce que c'est quand même celui-là qui compte le plus. Et à propos des notes, quand je dis qu'elles sont relatives, j'ai lu un livre sur l'enseignement de la physique-chimie, parce que je suis prof de physique-chimie à la base, et une copie a été corrigée par 100 profs, et les notes vont de 5 à 18. Moi, j'ai mis 14, et la moyenne est à 12. Donc c'est pour vous dire à quel point les notes sont relatives. Donc cette copie-là, tout était juste, mais mal ou pas justifié. Voilà, et ça, c'est de la physique-chimie, mais le problème est le même dans toutes les matières. Ouais. On croirait qu'en physique-chimie ou en maths, tout est carré et qu'une note, le prof aurait mis une note et un autre prof, non. Donc déjà, les notes, c'est relatif. Donc déjà, relativiser, mais tout en relativisant, voir quand même que s'il y a une grosse baisse au cours de l'année, donc avec le même prof, donc c'est la même référence, et qu'en plus, ça arrive dans plusieurs matières, c'est qu'il y a un problème. D'accord, merci. Ça, c'est vraiment un éclairage. Cette histoire, c'est incroyable. Cette copie, c'est vraiment incroyable. Le troisième point, dès qu'on observe un problème, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment tout de suite l'aider? Dès qu'on identifie donc un manque de motivation, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors surtout, ne pas lui dire tu vas y arriver, parce que visiblement, il n'y arrive pas, il n'y arrive plus, mais plutôt lui demander de quoi il a besoin. Lui demander s'il a besoin d'aide dans ses cours, s'il a besoin de prendre des cours particuliers, s'il a besoin d'aide dans ses devoirs, et voir avec lui vraiment quels sont ses besoins pour pouvoir améliorer ses résultats. Remonter un peu la pelote, quoi, jusqu'à trouver la cause vraiment de tout ça. Voilà, vraiment dialoguer et éventuellement, si ça ne suffit pas, consulter un spécialiste. D'accord. Quelqu'un d'extérieur, c'est toujours effectivement un soutien très important. Voilà. D'accord. Et oui, effectivement, je pense qu'après, une fois qu'on a fait ça, c'est s'impliquer à fond. Parce que ça ne suffit pas d'aller voir une fois un spécialiste et après de dire qu'on a fait notre job. Non, c'est vraiment un accompagnement sur la durée. C'est pas magique, quoi. Non, ça va être quelque chose sur le moyen, au moins moyen terme ou le long terme. Ouais. Voilà, c'est pas magique. C'est comme quand on prend des cours de maths, par exemple, parce qu'on a du mal en maths. Si on va juste en cours et qu'on ne travaille pas du tout à la maison, qu'on ne relit pas du tout ce que le prof a expliqué, c'est comme quand on va en classe, en fait. Ça va être la même chose. On n'aura pas de résultat. Donc si, par exemple, on va avoir un orthophoniste et qui donne des exercices à faire tous les jours ou toutes les semaines, c'est sûr qu'il va falloir les faire. Donc il va falloir aider l'enfant pour qu'il puisse être dans de bonnes conditions pour pouvoir les faire. Le forcer, par contre, ça ne sert à rien. C'est comme dire à un paraplégique, il faut que tu marches. Hein. Ça ne marche pas. D'accord. Quatrième point, donc, c'est la communication. On doit être conscient de l'impact que notre communication quotidienne va avoir. Alors, la façon dont on parle de l'école, déjà, j'imagine, et la façon dont on s'adresse à notre enfant aussi. Oui, et ça va vraiment... tout à fait, parce que l'encourager, c'est pas lui dire « Ah oui, non, mais tu vas y arriver ». Donc, c'est-à-dire l'enfant vous dire « Je suis stressé, je vais pas aller à ce contrôle parce que je vais pas y arriver ». Et vous lui dites « Ah mais si, vas-y, tu vas y arriver ». Ça va pas l'aider de ce qu'il ressent. J'entends que pour toi, ça va être difficile d'avoir une bonne note à ce contrôle. Maintenant, est-ce que je peux t'aider pour avoir une bonne note à ce contrôle? D'accord. Et le dernier point, moi j'ai envie de dire, se questionner sur votre propre histoire, notre propre histoire, vis-à-vis
de la scolarité en général et voir aussi en quoi cela fait résonance parce que si nous avons souffert, il est probable qu'on projette aussi nos souffrances sur notre enfant et on accentue le processus et qu'on ait du mal à leur offrir ce dont nous avons tant manqué justement au cours de cette scolarité, quoi. Il y a un petit livre, donc je voulais vous parler, que c'est une collection que j'aime beaucoup. Alors j'en ai amené que 3, mais en fait j'ai toute la collection. C'est donc Stéphanie Couturier et Camille Benoît qui ont fait des petits, on va dire, fascicules très pratico-pratiques sur différentes thématiques. Donc là, c'est vraiment aider son enfant à apprendre efficacement. Il y a aussi des thèmes comme aider votre enfant à haut potentiel à s'épanouir, car on l'a vu tout à l'heure avec mon invité que ça pouvait être un frein plus qu'un atout dans le mode scolaire actuel en tout cas. Ça peut être aussi aider votre enfant à maîtriser ses peurs ou à gérer sa concentration, canaliser son énergie. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, mais Stéphanie Couturier, voilà, édition Marabout. Et vraiment, ce sont de petites pépites parce que c'est vraiment du concret et ça se lit très vite et ça se met en place très facilement. C'est très ludique et très varié dans les outils. Donc, ce sont au moins des petites choses déjà qui pourront vous aider. Pour conclure, un mot à ces parents là qui souffrent en fait quotidiennement, un petit mot, ça serait quoi, Julie? Déjà de déculpabiliser, être parent c'est le plus dur métier au monde et c'est le seul pour lequel il n'y a pas d'école. En plus. Donc vraiment je compatis, j'ai pas d'enfant mais je vois à quel point c'est difficile. Donc voilà, vous faites de votre mieux. D'accord. Tout simplement. Et si vous faites de votre mieux, c'est le mieux quoi, vous pouvez pas faire plus. Merci Julie, c'était très intéressant. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle pourra vous apporter justement un éclairage nouveau sur cette situation de décrochage. Dans la prochaine émission, on aura une invitée avec qui on verra comment rater son allaitement. On va retourner chez les tout petits cette fois et elle nous donnera tout plein de bons conseils justement pour rater un allaitement maternel. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt.